Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. The US President Joe Biden has authorized Ukraine to use American long-range missiles. Il est sorti de la forêt amazonienne comme le dernier survivant des Indiens. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour déclencher ta petite guerre. C'était le dernier président démocrate. Qu'est-ce qu'ils étaient à ma place en pleine jungle? Joseph Robinette Biden. Il a fait assez de dégâts. Cette mission est terminée. Pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Si Marine Le Pen est condamnée. Eh bien écoutez, je crois que nous allons autoriser Kiev à lancer des missiles à longue portée vers la Russie. C'était pas ma guerre. C'est terminé, Johnny. Nous sommes en guerre. Eh oui, nous sommes en guerre. Très bon teasing de Julien Delmas. Nous sommes en guerre, mais pourquoi? Pour qui? Et comment? Et oui, paraît-il que le feu vert a été donné par Joe Robinette Biden, comme je l'ai dit, pour lancer des missiles à longue portée, 300 km vers la Russie. Poutine répond, attention, si on sait que les USA ont participé ont donné l'autorisation, en fait, donc sont dans l'offensive, eh bien, nous n'hésiterons pas à parler et même à agir nucléaire. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, on va en parler avec Jacques Beau. Jacques Beau, que vous connaissez, qu'on a toujours reçu avec plaisir, qui connaît très bien ces problèmes stratégiques, problèmes de renseignement. Il a été au programme pour l'OTAN. Enfin, on va en parler avec lui très longuement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles armes de part et d'autre? Et vraiment, est-ce que le risque est grand ou c'est encore une manœuvre politique? On va en parler, bien sûr. Et puis, vous vous rappelez, on a parlé avec les responsables de Contribuables Associés, qu'on voulait déshabiller Pierre pour habiller Paul. C'est-à-dire qu'il y avait un amendement des députés de la France Insoumise qui voulait qu'on donne un crédit de 6 milliards 200 millions d'euros pour la gratuité totale de l'enseignement public, et ce serait gagé sur l'enseignement privé. Ce qui a amené certains à dire qu'on allait déshabiller l'enseignement privé en enlevant 6 milliards de subventions, plus de 6 milliards à l'enseignement privé pour le donner à l'enseignement public. Paul Vannier, l'un des députés responsables et auteur de l'amendement, va nous expliquer que ce n'est pas ça. On va en parler avec lui, et puis vous allez entendre effectivement la liberté d'expression selon Marine Tondelier et la liberté d'expression selon Jean-Luc Mélenchon. Ils sont du même parti, Nouveau Front Populaire, mais ce n'est pas du tout le même son. Et puis des bruits pas très agréable du côté de Berlin. Quand Jordan Bardella se prend les pieds dans le tapis, on va aussi en parler. Et puis nous allons recevoir, parce que c'est la journée nationale de la biodiversité. La première édition du Salon de la biodiversité et du génie écologique, qui est au Salon des Maires aujourd'hui et demain. Eh bien, on va en parler longuement avec Maud Lelièvre, président de l'UCN France et délégué général des Écomères, et avec Michel Duplessier, qui a les terres de Danaé et qui est éditeur. La biodiversité, elle est vraiment en danger. Accrochez vos ceintures. À tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 1000 jours, nous sommes le mardi 19 novembre. Exactement 1000 jours que les troupes russes sont entrées en Ukraine. 1000 jours. Et où en est-on aujourd'hui, alors que de sa forêt amazonienne, Joseph Robinette Biden est parlé pour dire quoi? On en parle tout de suite avec Jacques Beau. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait tout... Eh oui, Boris Vian, la Java des bombes atomiques.
La Java des bombes atomiques, effectivement, produit à domicile. Mais là, on n'a plus tellement envie de rire, alors que de cette merveilleuse chanson de Boris Vian. Qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, on a entendu beaucoup de choses. D'abord, bonjour Jacques Beau. Bonjour André. Toujours heureux de vous recevoir. On ne vous présente pas. Vous êtes ex-membre des renseignements stratégiques suisses. Vous avez participé à des programmes pour l'OTAN en Ukraine entre 2014 et 2017. Et vous avez écrit beaucoup de livres aux éditions Max Milo sur l'art de la guerre russe, tout ce qui s'est passé, le Z, etc., les Z, et comment l'Occident a conduit l'Ukraine en échec, justement, l'art de la guerre russe, et puis tous les autres livres que vous avez écrits, vous avez reçus pour ça. Mais là, il se passe quelque chose. D'abord, je voudrais avoir un peu votre opinion là-dessus, ou votre sentiment en tout cas. C'est que hier, le monde et médiatique et autres est en ébullition, au bord de l'hystérie. Ça y est, la troisième guerre mondiale est à nos portes. Le feu vert a été donné pour fournir des missiles à longue portée à l'Ukraine, qui vont être missiles pilotés par les Américains et qui vont avoir une portée de 300 km, etc., etc. Et aujourd'hui, enfin hier très exactement, eh bien, je ne dis pas que ça s'est dégonflé, mais on disait, mais attendez, on n'a pas entendu vraiment Biden dire ça. Et le porte-parole du département d'État à Washington, interrogé là-dessus, dit, écoutez, je n'ai aucune mise à jour à vous dire. Mais alors, qu'est-ce qui se passe sous Biden? Alors, première question d'abord, Jacques Beau. Alors, vrai ou faux, info ou intox? Difficile à dire à ce stade, mais je pense qu'on va plutôt dans la direction de l'intox, parce que effectivement, on n'a pas eu de confirmation officielle de la décision américaine d'autoriser l'usage d'armes type missiles et notamment ATACMS dans la profondeur du territoire russe, c'est-à-dire au-delà de la zone de Koursk et au-delà de la zone de Kharkov, parce que c'était à l'origine, il y a eu une autorisation donnée par les pays occidentaux pour utiliser des armes sur le territoire russe, notamment lorsqu'il y a eu l'offensive russe de Kharkov au mois de mai. Oui. Mais cette autorisation était assortie d'une limitation géographique, si vous voulez. Alors, depuis, les Américains, et surtout les Américains, à vrai dire, parce que les pays européens, notamment la France et la Grande-Bretagne, ont essayé de pousser les Américains à enlever ces limitations et à permettre à l'Ukraine d'utiliser les armes de manière illimitée. Mais les Américains sont restés assez fermes sur cette position. Je pense que, en fait, il y a eu un bras de fer entre le département d'État avec Anthony Blinken et Joe Biden lui-même, d'ailleurs, qui penchait plutôt de ce côté-là, et puis le Pentagone, ou le ministère de la Défense, qui, lui, pensait que ça n'ajouterait rien du tout comme avantage à l'Ukraine, et qu'au contraire, ça allait provoquer davantage la Russie pour s'engager, pour détruire davantage l'Ukraine. Et par conséquent, le jeu n'en valait pas la chandelle. Oui. Donc voilà ce qu'on avait. Puis ces derniers jours, on a vu d'ailleurs le New York Times, il y a eu Politico, il y a eu un certain nombre de médias qui ont évoqué cette, entre guillemets, autorisation, mais chaque fois en utilisant des termes qui relativisaient, si c'est autorisé, on a parlé de limitation géographique de nouveau, etc. Par conséquent, il n'y avait absolument aucune certitude que cette autorisation a été donnée, et en fait, on était avec une sorte une inflammation, si vous voulez, des médias, particulièrement en Europe. Les médias anglo-saxons étaient plus... En France notamment, il y a eu une poussée d'adrénaline très remarquée. Absolument, tout à fait. Alors ça fait partie un petit peu, d'ailleurs c'est ce qu'on a depuis le début du conflit. On s'aperçoit que les médias français ont tendance à mettre de l'huile sur le feu, à envenimer les propos et à exacerber des tensions, alors que du côté américain, alors les Américains sont vraiment pas pro-russes, mais quand on regarde, et je l'avais déjà évoqué d'ailleurs sur votre chaîne à plusieurs reprises, c'est que quand on voit même le New York Times ou le Washington Post, on a des journalistes qui se rappellent qu'ils sont journalistes, alors qu'en France, ils ont totalement oublié ça.
Oui, en tout cas, certains, on peut le dire, Jacques Beau. Mais non, je voudrais justement entrer dans le concret. Aujourd'hui, vous connaissez bien l'affaire. Si on avait les armes pouvant être utilisées en Ukraine, les armes de l'OTAN et les Russes, parce que ce qu'on a vu, c'est que Poutine à plusieurs reprises, d'ailleurs, il a fait un décret en disant que s'il y avait une agression conjointe, c'est-à-dire s'il se trouvait que l'Ukraine et les USA avaient participé à ce lancement de missiles, il n'hésiterait pas à utiliser des armes nucléaires. Il ne dit pas tactique. En tout cas, l'option nucléaire était mise sur la table. Alors, la question que je voudrais vous poser, mais très concrètement, parce que ça, on a toujours des suppositions. Aujourd'hui, je dirais le poids militaire en missiles et en autres de la Russie d'un côté et de l'OTAN de l'autre aujourd'hui. Je veux dire, le poids, je dirais, utilisable, parce qu'il y a la politique et il y a le militaire. Est-ce qu'il est égal ou est-ce qu'il est absolument asymétrique ? Alors, d'abord, on parlerait plutôt de dissymétrie que d'asymétrie. C'est une petite nuance, mais qui a son importance en termes stratégiques. Mais toujours est-il que l'OTAN, n'est-ce pas, sont les États-Unis du point de vue nucléaire. Ouais. Alors, naturellement, vous allez me dire, il y a la France qui a toujours son arsenal nucléaire, mais qui, a priori, est utilisé pour défendre le sol national, donc le territoire sanctuarisé qui serait le territoire national français. Pour le reste, l'OTAN n'a que les moyens, d'ailleurs, c'est la fonction de l'OTAN, comme l'a rappelé d'ailleurs Jens Stoltenberg avant qu'il quitte ses fonctions. L'OTAN est une puissance, est une alliance nucléaire. La finalité de l'OTAN, c'est précisément de mettre les pays européens sous le parapluie nucléaire américain. Et donc, quand on parle de l'équilibre nucléaire, eh bien, ça se résume en fait à les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre, si on exclut naturellement la Chine, etc. Mais si on parle de l'espace euro-asiatique. Et là, on a... Alors, sur le plan des échanges ou des armes nucléaires stratégiques, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de modifications en termes de nombre. Il y a des différences en termes de qualitatif, puisque les deux parties, c'est-à-dire les États-Unis et les Russes de chaque côté, ont amélioré leurs arsenaux, les ont mis à jour, si vous voulez. Mais en termes de nombre, il n'y a probablement pas de grande différence et on est toujours dans le même équilibre de la terreur qu'on avait à la fin de la guerre froide. Par contre, dès lors qu'on parle des armes non stratégiques, c'est-à-dire des capacités de missiles qui, d'ailleurs que l'on voit tous les jours utilisées en Ukraine, mais avec des ogives classiques, certains de ces missiles pourraient être armés d'ogives nucléaires. Et là, on est sur une vraie dissymétrie parce que, apparemment, les Russes, dû au fait de la guerre en Ukraine et des menaces faites par les pays occidentaux d'ailleurs, parce que on a tellement menacé la Russie en prétendant qu'elle allait attaquer l'Europe, que finalement, si vous voulez, on a fait monter la mayonnaise sans grande raison, avec pour résultat que la Russie, elle, s'est préparée à une éventuelle confrontation et à multiplier la production de ces missiles, des missiles opératifs. Et d'ailleurs, elle agite l'option nucléaire, elle en parle très fréquemment, pas seulement Poutine, mais les autres. Évidemment qu'elle l'a évoqué, mais je rappelle que si on regarde soigneusement les déclarations de part et d'autre, on s'aperçoit que ce sont toujours les Européens qui ont commencé à parler de la menace nucléaire. N'est-ce pas ? En termes conventionnel, la Russie est très nettement supérieure, en tout cas à l'Ukraine. C'est ça. En termes non nucléaires, elle est supérieure. Oui. En termes non nucléaires, enfin, conventionnels. En termes non nucléaires, elle est très supérieure, et en grande partie d'ailleurs à cause de cette guerre en Ukraine qui a fait développer, si vous voulez, de manière importante son complexe militaro-industriel.
Et alors qu'en Occident, eh bien, on est du point de vue non nucléaire, on est en faiblesse. Et c'est la raison pour laquelle, je vous rappelle que c'était même le Jean-Yves Le Drian qui avait, le 24 février déjà 2022, donc il y a 1000 jours, il avait lui-même évoqué l'usage de l'arme nucléaire. Il avait dit à Poutine qu'il ne devait pas oublier que l'OTAN était une puissance nucléaire. Et c'est après ces déclarations que Vladimir Poutine a dit qu'il lui aussi avait des armes nucléaires et qu'il était prêt à les utiliser. On a retrouvé ça en août 2022 lorsque Liz Truss avait elle-même déclaré qu'elle était prête à déclencher une guerre nucléaire globale s'il s'agissait de détruire la Russie. Donc, Jacques Beau, oui. Pardon, on s'interrompt pour une petite pause et on va continuer. On va parler effectivement de cet environnement et on aimerait vous entendre là-dessus. L'environnement à la fois stratégique et militaire, on le voit. On débouche sur quoi? Et surtout l'environnement politique avec l'approche arrivée de Donald Trump. Qu'est-ce que ça change? À tout de suite, on se retrouve tout de suite. Une question ou une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Jacques Beau, ex-membre des renseignements stratégiques suisses et auteur de plusieurs livres justement sur la Russie et le conflit Russie-Ukraine et puis toutes ses conséquences, toujours aux éditions Max Milo. Jacques Beau, justement, vous disiez au début d'entretien que vous avez l'impression que c'est plutôt un tox. Et justement, est-ce que là, parlons un peu politique, et d'ailleurs, la politique n'est jamais loin de la stratégie. La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, disait déjà un certain Clausewitz. Est-ce que l'arrivée dans 2 mois au pouvoir vraiment de Donald Trump a contribué à cette montée de la tension ou pas? Est-ce qu'on est de part et d'autre, est-ce qu'il y a eu utilisation de cette nouvelle donne américaine? À votre avis? Il faut bien comprendre que Donald Trump n'est pas un pacifiste, mais c'est un réaliste pragmatique qui a très bien compris que le conflit en Ukraine était un conflit qui était perdu. D'ailleurs, ça n'est pas nouveau puisque déjà en novembre 2022, le Pentagone conseillait discrètement les Ukrainiens d'engager des négociations avec la Russie parce qu'ils avaient déjà constaté qu'en fait le conflit était déjà perdu. En fait, ce à quoi on assiste depuis 1 année et demie, c'est une sorte de combat d'arrière-garde qui est alimenté par les Occidentaux. On fait d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le New York Times, dans un article du New York Times d'hier ou d'avant-hier, l'auteur de l'article écrit qu'on peut dire que cette guerre en Ukraine est une guerre par procuration et qu'on a utilisé l'Ukraine en fait pour combattre la Russie. Et vous avez vu, Jacques Beau, juste un mot, vous avez vu que Matt Gaetz qui serait le nouveau ministre de la Justice, le Department of Justice américain, a dit, écoutez, on est en Ukraine parce que l'Afghanistan, on pouvait plus blanchir l'argent en Afghanistan, c'est fini, on l'a blanchi en Ukraine. Il va peut-être loin, mais enfin, je ne sais pas dans quelle mesure ces affirmations seraient, mais on est un petit peu dans ce schéma-là. Et d'ailleurs, le Kyiv Post, c'était le 1er septembre, sauf erreur, le Kyiv Post, donc on est dans un média tout à fait ukrainien, disait que la guerre en Ukraine n'était pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'était en réalité une guerre entre l'Ouest, l'Occident et la Russie. Donc les Ukrainiens eux-mêmes, en tout cas la population et les médias, eux, sont très au clair sur ce conflit. Alors, n'est-ce pas pour Trump qui cherche à reconstituer la grandeur des États-Unis, tout le fric qu'on dépense dans cette guerre en Ukraine, c'est en fait de l'argent qu'on met dans un trou noir qui disparaît et puis c'est à fond perdu. Et ça, pour un businessman, l'argent à fond perdu, c'est pas du tout l'esprit de la maison. Et c'est la raison pour laquelle Donald Trump, et d'ailleurs J.D. Vance a fait
les mêmes déclarations. C'est des gens qui sont issus de l'économie, qui disent il y a un moment, ça sert à rien d'investir dans quelque chose qui ne vous rapporte rien, et donc il faut trouver une solution à ce conflit. Donc, dans ce sens-là, effectivement, Trump va plutôt aller dans une résolution du conflit. Mais effectivement, on a aussi du côté ukrainien, alors on a l'effet totalement inverse, c'est-à-dire que Zelensky est actuellement en très mauvaise posture politique, et puis il a un petit peu sur le dos les ultras du régime. Les anciens partisans des moustachus des années 30. Les bandéristes. Les bandéristes, exactement. Et ce sont ces gens qui poussent Zelensky à continuer. D'ailleurs, Zelensky a dit très clairement, c'était d'ailleurs dans le Kyiv Independent, donc un média ukrainien, nous n'avons pas besoin de négociations, mais nous avons besoin d'armes. Donc oui, ça, mais ça a été, aujourd'hui, aujourd'hui, il dit qu'il est prêt à négocier. Hein. Depuis hier, il dit ça, en tout cas. Alors, c'est pas tout à fait vrai. De nouveau, le mot négociation doit être compris très différemment de part et d'autre. Pour Zelensky, la négociation, elle exclut par exemple, la question du territoire. C'est-à-dire que pour Zelensky, le territoire occupé par la Russie doit revenir à l'Ukraine. Ah, doit être rendu, Donc il n'y aura pas de négociation sur cette chose-là, si vous voulez. Comme du côté russe, d'ailleurs, Vladimir Poutine l'a dit le 14 juin de cette année, il a dit pour entrer en négociation, je dis bien pour entrer en négociation, donc ce n'est pas l'objet des négociations, mais c'est la condition pour entrer en négociation, c'est que l'Ukraine se retire des 4 oblasts de Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk, Donbass, et puis que l'Ukraine soit neutre ou pas membre de l'OTAN. Pas membre ça, de c'est l'OTAN, la condition bien sûr. pour entrer en négociation. Et puis de l'autre côté, de la part des Ukrainiens, oui, ils sont prêts à négocier, mais ils sont prêts à négocier, si vous voulez, la capitulation de la Russie. Donc on est sur on utilise le même mot, mais avec des significations très différentes de part et d'autre. Oui, sauf que juste un mot, Jacques Beau, vous avez dit vous-même que c'était plié quelque part, et vous n'êtes pas le seul à le dire. C'est ça le problème, c'est que si on regarde ce qui se passe sur le champ de bataille, si on regarde la réalité du terrain, si on regarde aussi la réalité démographique, la réalité économique et la réalité politique d'ailleurs, parce que vous avez une opposition qui prend de la force à l'intérieur de l'Ukraine, ou ce qui reste de l'Ukraine. Vous avez des mouvements de résistance dont personne ne parle, mais ce sont ces mouvements de résistance qui contribuent à la destruction des stocks de munitions à l'intérieur de l'Ukraine, qui sabotent les voies de chemin de fer. Exactement ce que faisait la résistance en France juste avant le débarquement en Normandie. Hein, c'est exactement comparaison audacieuse, mais intéressante. Non, pas si audacieuse, parce que sur le plan des activités, c'est exactement ça. Ouais, c'est-à-dire qu'ils font effectivement des destructions de dépôts de munitions, des destructions de convois. Ouais. C'est vraiment exactement le même type d'action. On en parle très peu, là. On en parle pratiquement jamais de cela. Enfin, vous êtes un des rares à en parler. On n'en parle jamais, et c'est pourtant une des principales sources de renseignements humains des Russes en Ukraine, sur le territoire ukrainien. C'est comme ça que les Russes savent quand il y a la réunion d'un, je sais pas, d'un état-major ou quand il y a une personnalité qui arrive dans un endroit, et c'est ce qui permet d'ailleurs la précision, s'explique la précision de certaines frappes russes, pas toutes, mais une grande partie. Donc tout ça fait qu'à l'intérieur de l'Ukraine, il y a une situation qui se dégrade. Et par conséquent, le réalisme voudrait, d'ailleurs c'est ce que dit l'auteur de l'article que j'ai évoqué tout à l'heure dans le New York Times, il dit en fait Trump n'est pas contre l'Ukraine, c'est en fait une solution pour l'Ukraine que d'arrêter la guerre maintenant et trouver avec une solution. 600 000 morts et tous les blessés, effectivement, on peut se poser des questions. Merci Jacques Beau, merci pour vos éclaircissements. En tout cas, c'est intéressant de voir que l'univers entier s'enflamme en disant ça y est, le feu vert est donné. On voit que ce feu vert est en tout cas un feu orange, c'est le moins que l'on puisse dire. Merci. Tout à fait, oui. Merci. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. La vie privée, le domaine public. La place privée, les bancs publics. Ouais.
Le public et le privé, le public et le privé. C'est vrai que la question redevient tout le temps. On parle du public, du privé, le secteur public, le secteur privé. Mais là, il s'agit de quelque chose qui enflamme toujours. Rappelez-vous, Alain Savary, il y a 40 ans, la manifestation pour l'école libre, 1,5 million de personnes dans la rue. Et puis là, un article de La Croix qui dit voilà, un amendement déposé par la France Insoumise et dit que voilà, il faut la gratuité de l'enseignement public, de l'école publique, et pour cela, eh bien, il faut déshabiller Pierre pour habiller Paul, et Pierre, c'est l'enseignement privé. 6 milliards 300 millions de subventions au privé, eh bien, comme on n'a pas beaucoup d'argent en ce moment, ça va passer au public. Je résume caricaturalement, mais c'est un peu ça. Or, Paul Vannier, vous êtes député de la France Insoumise, vous êtes un des auteurs de l'amendement. Vous dites, c'est pas ça du tout, cet amendement ne porte absolument pas là-dessus. Bonjour André Berkoff, merci de votre invitation et de me permettre en effet de rétablir une vérité, celle d'un député qui fait un travail parlementaire tout à fait habituel. En projet de loi de finances, quand vous faites un amendement qui va créer une dépense, vous devez le gager. C'est l'article 40 de la Constitution, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer une charge supplémentaire au budget de l'État. Donc vous dites, s'il y a une dépense, vous devez dire comment la financer. Et en effet, moi, avec mon groupe, avec les Insoumis, avec le nouveau Front Populaire, nous voulons faire la gratuité réelle de l'école. Vous savez que l'école, elle coûte aujourd'hui, elle coûte pour les familles, la cantine, les transports, les fournitures. C'est une dépense importante et en particulier pour les plus modestes d'entre elles. Ça met les élèves dans une situation parfois d'inégalité. Ils ne peuvent pas accéder par exemple, aux sorties scolaires. Donc ça nous paraît être un combat républicain, un combat pour l'égalité qu'il faut mener. Mais nous ne cherchons pas à atteindre cet objectif en supprimant le financement de l'école privée. Ça, c'est une contre-vérité et je regrette qu'en effet le journal La Croix, et j'en ai parlé avec le journaliste qui a écrit cet article, ait publié cette fausse information parce qu'encore une fois, il s'agit toujours de devoir faire ce gage, donc de trouver une source de financement. Par ailleurs, c'est la loi qui oblige, exactement, c'est ça. Elle oblige le parlementaire à faire ça et pour être très précis, à la fin de cet amendement, de mon amendement, il y a une phrase très importante. Il est écrit, les signataires de cet amendement appellent le gouvernement à lever le gage. C'est assez traditionnel, tous les députés, pas que les Insoumis, tous les députés font ça depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'au fond, on vise à sortir d'une logique d'austérité, d'une logique où il faudrait, pour habiller Paul, déshabiller Pierre. Comme vous l'avez dit, ça n'est pas mon intention. Moi, je suis un député qui a des positions très claires sur la question de l'école privée. Je les assume. Demain, je présenterai une proposition de loi dans le cadre de la niche de la France Insoumise sur le sujet. Mais je n'appelle pas à supprimer les financements publics de l'école privée. J'appelle à les moduler, à les conditionner à des objectifs. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'école privée, elle contribue très largement à l'aggravation de la ségrégation socio-scolaire. Et je pense qu'il faut combattre cette dérive, ces inégalités croissantes, en travaillant sur la question du financement. Justement, on va en parler. Non, mais c'est bien d'apporter ces exercices. Mais dites-moi juste, à niveau symbolique, vous n'auriez pas pu les gager sur un autre poste? Parce qu'en faisant ça, en disant, c'est très bien, allez, l'école publique, d'accord, et on comprend très bien, c'est très légitime ce que vous dites, mais en disant, vous mettez l'école privée, vous agitiez quand même le chiffon rouge. Alors je peux pas le faire parce que je dois rester dans le périmètre de la mission budgétaire enseignement scolaire. C'est un peu technique tout ça, mais on n'a pas le droit, vous savez, quand on fait un amendement budgétaire... On n'a pas le droit d'aborder un autre domaine. Non, on n'a pas le droit, par exemple, de dire, je ne sais pas, telle recette, de la flécher directement vers telle dépense. Ça, on n'a pas le droit. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que ce débat, on l'a eu en commission des finances. On a commencé en commission à aborder la partie 2 du budget, la partie sur les dépenses. En commission, j'insiste. Et avant la partie dépenses, c'est la partie 1 sur les recettes. Et là, très important, parce que vous l'avez probablement suivi, en commission, mais aussi en séance de l'Assemblée nationale, le nouveau Front Populaire a fait adopter pour à peu près 45 milliards d'euros de recettes supplémentaires au budget de l'État. Et c'est justement ces 45 milliards d'euros qui sont pris, pour résumer, sur les grandes entreprises, sur les très très riches de ce pays, qui nous permettaient ensuite de financer des dépenses. Par exemple, la gratuité réelle de l'école. Donc en vérité, ce que je propose, moi et mes collègues, ce que nous proposons, c'est de faire la gratuité pour tous, en venant chercher auprès de quelques-uns, auprès de la poignée des ultra-riches. Par exemple, on a adopté un amendement très important, ce qu'on appelle la taxe Zuckman. La taxe Zuckman, c'est une taxe qui cible les 147, il n'y en a que 147 milliardaires de notre pays, et qui ne vise qu'à alourdir la fiscalité qui pèse sur leur patrimoine de 2%. 2% de plus sur les 147 milliardaires de notre pays, ça dégage 14 milliards d'euros. Oui. Ouais, un exemple qui montre que nous savons financer notre programme. Et une remarque importante, grâce à ces mesures,
Nous, les Insoumis et le nouveau Front Populaire, nous ramenons le déficit sous les 3%. La fameuse barre, vous savez, que l'Europe exige. Oui. Et on nous fait souvent des leçons de sérieux et de rigueur budgétaire. Non seulement nous finançons un programme de rupture avec des mesures fortes comme celle-ci, mais en plus, nous permettons de résorber le déficit qu'a creusé Emmanuel Macron depuis 7 ans. Alors, en tout cas, c'est intéressant. C'est une piste que vous évoquez, que vous avez déjà évoquée, que l'on connaît. Mais par exemple, je reviens là-dessus, c'est intéressant parce que pour nous, et pour les auditeurs de Sud Radio et je crois la plupart des citoyens, je ne savais pas que vous ne pouviez pas gager, par exemple, vous ne pouvez pas gager sur le fait de demander 2% aux 140 milliardaires. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de dire oui, on veut la gratuité totale de l'école publique, mais pour la gager, on va demander ça à... Vous n'avez pas le droit. Exactement. On adopte des recettes d'un côté, et ensuite on adopte des dépenses de l'autre. Alors, juste parler de cela, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'école publique et l'école privée, mais moi j'ai été très frappé. Alors je voulais savoir ce que vous pensez de quelqu'un qui n'est pas spécialement un réactionnaire ni un milliardaire, qui est Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, qui disait oui, moi je mets mes enfants à l'école privée, parce que l'école privée, et il n'est pas le seul, vous savez que des millions de Français, y compris de gauche, pensent ça, y compris bourgeois ou pas bourgeois pensent ça, ils disent oui, mais l'école privée, le niveau est différent, etc., etc. Vous savez que ce sentiment existe, même s'il n'est pas exprimé comme ça. Qu'est-ce que vous dites de ça? Parce que c'est pas par hasard que les gens sont prêts à aller payer l'école privée, parce qu'il y a un vrai problème, pas seulement de ségrégation, bien sûr. Mais d'abord, moi, je considère qu'il s'agit d'une question politique. Moi, je n'ai aucune critique à faire aux individus, aux parents qui, parce qu'ils se soucient du devenir de leurs enfants, font un choix. Et je ne suis personne pour le questionner et le remettre en question. Vous ne condamnez pas cela. C'est la liberté de chaque famille de décider où est-ce qu'ils scolarisent leurs enfants. Après, la question c'est... Mais il y a la carte scolaire, hein, n'oubliez pas. Pas pour le privé. Pas pour le privé, justement. Le privé échappe à la carte scolaire. Et ce qui distingue fondamentalement l'école privée de l'école publique, c'est que l'école publique accueille tous les élèves sans aucune distinction. L'école privée, elle les sélectionne. Elle les trie, et aujourd'hui dans des proportions à ce point importantes qu'elle contribue de façon majeure au creusement des inégalités sociales et scolaires dans le système éducatif. Je vous donne juste un chiffre pour l'illustrer. Ces 20 dernières années, la proportion d'élèves issus des catégories sociales les plus favorisées est passée de 20 à 40% dans ces écoles privées. Il y a 3 fois moins de boursiers dans les écoles privées que dans les écoles publiques. Et c'est souvent pour ça d'ailleurs qu'on a le sentiment, que certaines familles ont le sentiment, et j'insiste, c'est un sentiment, ça n'est pas une réalité, on dit ces écoles sont meilleures que les écoles publiques. Elles ne le sont pas. Toutes les études le montrent, je pourrais y revenir le cas échéant. Mais comme elles sélectionnent des élèves qui ont à l'entrée des performances scolaires bien meilleures que la moyenne, eh bien, il est vrai que tendanciellement, les taux de réussite au brevet, au baccalauréat sont supérieurs, aussi parce que ces écoles, au fur et à mesure de la scolarité, vont parfois éliminer les élèves en difficulté. Paul Vannier, on va, je vous ferai vraiment revenir, on va avoir un vrai débat là-dessus, parce que le problème aussi qui est posé, c'est un certain nombre de gens qui disent, attendez, quand l'école publique accueille des gens qui malheureusement sont soit primo-arrivants, soit enfants primo-arrivants, qui ne parlent pas un mot de français, le nivellement se fait par le bas. Alors, moi je voudrais, on n'aura pas le temps de faire, il fallait effectivement, et je suis très heureux de vous avoir reçu pour corriger une impression qui est fausse, mais on va parler école publique et école privée, si vous êtes d'accord, on fera un débat là-dessus. Avec volontiers. Très bien. Merci. Merci à vous. Et cette émission, vous savez, sur Sud Radio, à quel point c'est important la liberté d'expression. C'est fondamental. Sans liberté d'expression, il n'y a pas de démocratie. Les gens qui se gargarisent du mot, eh bien, on entend des choses assez formidables en ce moment. Par exemple, sur Twitter, sur X. Oui, on n'entendait pas grand-chose, mais depuis que Elon Musk a pris Twitter et l'a transformé en X, et a ouvert toutes les boîtes de Pandore, eh bien, il y a d'étranges déclarations que l'on entend notamment chez certains de nos hommes et femmes politiques. Eh bien, ça leur plaît pas, ça leur plaît pas du tout. Hier, sur la chaîne parlementaire, Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, était interrogée justement sur la désinformation, sur ce pelé, ce galeux d'où nous vient tout le mal, Twitter, X. Écoutez. Marine Tondelier, est-ce que vous pourriez quitter le réseau social Twitter, le réseau d'Elon Musk? Il y a une hémorragie en ce moment de journaux, d'un certain nombre de responsables politiques. Je dois dire que ce réseau social est une souffrance
en tant que politique, en tant que femme, parce que c'est très violent tout le temps, que j'ai l'impression que c'est devenu un catalyseur de haine et que toute personne qui a envie de faire ou de dire un truc désagréable se dit tiens, je vais aller sur Twitter, c'est open bar, et ça permet d'abîmer un peu, de casser les gens. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, tout le système politico-médiatique est organisé autour de Twitter. Donc si aujourd'hui je veux faire... Non mais regardez les articles dans vos différents médias, je passe... Donc pour l'instant, vous coupez pas Twitter. Si on veut réagir à quelque chose, vous dites Marine Tondelier a dit ça sur X, a dit ça sur X. Si on envoie des communiqués de presse à l'ancienne, ça ne marchera pas. Donc vous ne coupez pas Moi, X. je suis sur Mastodon, je suis sur Blue Sky, je suis sur Instagram où les commentaires sont beaucoup plus aussi sur sympas. X. Et aujourd'hui, je n'ai pas le choix que d'être sur X pour faire mon travail. C'est ceux qui y restent, qui en bénéficient, soit le réguler, soit le fermer. Voilà, soit le réguler, soit le fermer. C'est formidable. Ah là là là, Twitter, c'est anti-politique, c'est anti-femme, c'est tout ça, c'est terrible. Mais je suis obligé d'y aller. On sent la souffrance de Marine Tondelier. Elle pleure, elle n'en peut plus, elle gémit. Elle doit aller sur Twitter, mais il faut le fermer, Twitter, c'est pas possible. Parce que il y a des opinions qui ne sont pas les miennes, qui ne sont pas celles de Marine Tondelier, donc c'est pas possible. Eh bien, vous savez qui lui répond ? Eh bien, c'est son chef, le chef du nouveau Front Populaire, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, le 17 novembre sur France 3, dans Dimanche Politique, voici ce que disait, à propos de la même question, on lui posait la même question, voici ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Vous avez à propos de stratégie une petite question rapide, Elon Musk. C'est le site, le réseau Twitter dont vous vous servez beaucoup, X absolument, anciennement Twitter. Est-ce que vous envisageriez de quitter dans votre communication, votre stratégie du parti, du mouvement, de quitter Twitter, de quitter X? On n'en a pas parlé, on verra, mais moi je suis très proche de Donald Trump. Moi je suis sur la ligne, on va partout, parce qu'il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Même si c'est de la désinformation, pardon ? Même si c'est un site marqué par de la désinformation d'un proche de Donald Trump. Si on doit fermer les sites marqués par de la désinformation, on peut supprimer la moitié de la télé publique et les 3/4 des télés privées. Eh ben voilà ce qui s'appelle du bon sens. Voilà ce qui s'appelle, Jean-Luc Mélenchon, ici, a eu ce qu'on appelle du bon sens. Et ça fait toujours plaisir, ça permet de respirer. Vous voyez, même à gauche, à droite, on respire. Chez certains et d'autres, eh bien, c'est tout à fait autre chose. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes. Merci Rémi, prochain point dans 1 heure. terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Écoute-moi. Je t'en prie. Eh oui, la parole, qu'est-ce qu'on est nous, hein ? Les ministres de la parole, que sont les politiques ? Les premiers ministres de la parole. Mais la parole, quelquefois, elle a un sens, et heureusement, il y a des paroles de vide, il y a des paroles de plein. Et notamment hier, alors c'était très intéressant, il était sur BFM, Jordan Bardella, le futur Premier ministre, si le Rassemblement National prend un jour le pouvoir. Jordan Bardella, qui a sorti son livre, vous savez, il était sur BFM face à Maxime Svitek et Apolline de Malherbe. Alors on l'interrogeait, et puis à un moment donné est arrivé le sujet sur Marine Le Pen. Est-ce qu'elle risque l'inéligibilité? Est-ce qu'elle peut être condamnée par rapport à la plainte qui a été déposée, vous savez, et le procureur qui a demandé effectivement l'inéligibilité sur un certain nombre de faits. Eh bien, voici, écoutez un peu le dialogue, c'est très intéressant, ce qui s'est passé. Écoutez. Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Deuxième point qui a pêché dans cette campagne du Jordan Bardella. Attendez. Maxime. Si Marine Le Pen est condamnée Si, avec des si, il y a un appel. Oui, bien, hein, on fait le... Ça veut dire que si Marine Le Pen est condamnée, même s'il n'y a pas d'inéligibilité, même s'il n'y a pas d'exécution provisoire, il n'y a pas de candidature possible pour Marine Le Pen. Si au début de l'année, les juges décident de condamner, peu importe la condamnation, il y aura un appel. Non, mais très bien. L'appel vous rend plus blanc que blanc. Très bien. Et si l'appel confirme la première sanction et qu'il y a des législatives en 2027 ou une présidentielle en 2027, Marine Le Pen ne peut pas être candidate parce qu'elle aura été condamnée. C'est ce que vous venez de dire. Mais l'appel ne confirmera pas puisque Marine Le Pen est totalement innocente. Ça, c'est ce que vous dites. C'est ce que je crois. On c'est verra. ma conviction. Mais vous venez d'édicter une position de principe qui est de dire s'il y a toujours été là. S'il y a condamnation, il n'y a pas de candidature. Donc, et ça vaut pour tout le monde. On est d'accord.
J'en viens au deuxième point qui a pêché dans Vous avez vu, vous avez entendu le petit silence de Jordan Bardella. Et oui, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, revient la jurisprudence Fillon. Quand je dis jurisprudence, ça n'a rien de jurisprudence. Mais rappelez-vous, il y a 10 ans, en 2014, François Fillon disait quoi ? Il se présentait à la présidence de la République, il était candidat, c'était avant l'histoire des emplois fictifs et des costumes. Qu'est-ce qu'il disait, François Fillon ? Écoutez. Ceux qui briguent la confiance des Français doivent en être dignes. Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? Et oui, c'est intéressant, le fantôme de François Fillon rôdait effectivement hier dans les travées de BFM. Alors évidemment, Jean Bardella, qui est quelqu'un d'intelligent, de brillant, là, il dit, oui, mais vous comprenez, si quelqu'un a un casier judiciaire, il peut pas, s'il est condamné, il peut pas continuer sa carrière comme ça. Et puis il s'est aperçu que il y avait problème. Et Maxime Svitek, il a fait son boulot de journaliste, et il a interrogé là-dessus. Voilà, c'est toujours intéressant de voir que c'est très difficile, l'exercice de la parole, quelquefois. Mais quand il se passe, c'est intéressant de le souligner. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Aujourd'hui, dans le face-à-face, André Berkoff reçoit Maud Lelièvre, présidente de l'UICN France et déléguée générale des Écoumères, ainsi que Michel Duplessier, directeur des éditions Marque-Page. Alors, la biodiversité. La biodiversité, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que évidemment, il faut en parler. Ça fait des dizaines d'années, voire plus, qu'on en parle. On ne va pas remonter à René Dumont, on ne va pas remonter à Rachel Carlson, on ne va pas remonter à tous ces gens qui, dans les années 50, sonnaient déjà l'alarme. Mais aujourd'hui, c'est la première édition du Salon de la biodiversité et du génie écologique organisé au cœur du Salon des maires et des collectivités qui se tient en ce moment. D'ailleurs, Sud Radio y sera aujourd'hui et demain. Alors, la biodiversité, effectivement, on en parle et on va en parler avec vous, Maud Lelièvre, et avec vous, Michel Duplessier. Et juste quelques chiffres, on va pas accumuler parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a un mois, à Cali, en Colombie, la COP16 sur la biodiversité, constat des experts sans appel, les terres, les mers, les êtres vivants qu'elles abritent sont menacés par la destruction de l'humanité. Il y a eu des accords. Alors, 75% de la surface terrestre aurait été dégradée de manière significative par l'humanité, etc., etc. Enfin, beaucoup de choses à dire sur le CO2, sur la qualité de l'air, sur les zoonoses, sur la menace du eau potable. Alors tout ça, on va pas rentrer dans les contestations ou pas, mais incontestablement, il y a un problème. Et ce problème, il est posé. Alors Maud Lelièvre, vous êtes président de l'Union internationale pour la conservation de la nature et délégué général des Écoumères. Est-ce que on n'a pas, je vous pose la question un peu pas provocatrice, mais est-ce qu'on n'a pas tendance à dramatiser la situation? Est-ce que la biodiversité est en voie, je ne dirais pas d'acharnement thérapeutique, mais presque? On n'a peut-être pas pris conscience, au contraire, assez tôt de la disparition de la biodiversité, parce que, contrairement à la question du climat, c'est plus difficile à mesurer, ça se voit pas. Et puis, parler à la fois de coraux, d'antilopes, saïgas, d'écosystèmes ou d'oiseaux, c'est compliqué à comprendre et à appréhender. Le constat aujourd'hui, c'est qu'on a une disparition des habitats naturels, une pollution des océans que vous avez évoquée qui est de plus en plus importante, une pression sur la biodiversité à travers le réchauffement climatique, la fragmentation des habitats, la surpêche, le trafic qui est de plus en plus importante, et on a ce taux accéléré des espèces. Parler. Oui. Voilà, et on a cette accélération de pression et donc de risque d'extinction des espèces que nous on mesure avec une sorte de baromètre à l'UICN, ce qu'on appelle la liste rouge. Les gens en ont entendu parler parce que parfois on l'a sur le poisson de supermarché ou d'autres choses. Il y a vraiment risque d'extinction des espèces, enfin de beaucoup d'espèces. Sur 8 millions d'espèces qu'on ne connaît pas toutes, on aura
1 million d'espèces qui vont disparaître, et pour celles qu'on évalue, on a des espèces qui sont aujourd'hui quasiment disparues. On pourra peut-être également en parler avec votre autre invité, des espèces qui n'existent plus qu'aujourd'hui dans des centres de conservation, ou qui n'existent plus à l'état naturel, ou de façon tellement parcellaire qu'on n'arrive plus à les identifier. Donc il y a un vrai risque pour la biodiversité, et la solution, c'est d'inverser, c'est-à-dire d'arrêter la pression trop importante, comme il est nécessaire d'arrêter d'émettre trop de CO2 pour la planète. On peut faire la comparaison, simplement c'est un peu plus complexe pour la biodiversité. C'est vrai. Enfin, la France, on n'est pas les mauvais élèves en matière de CO2. Hein. C'est pas nous, vous le savez. Pas sur le carbone, mais pour la biodiversité, on n'est pas forcément bon. D'abord parce que... Sur le carbone, on est bon. La biodiversité, justement, on est là pour en parler. Alors justement, Michel Duplessis, vous êtes éditeur de marque-page, vous avez fait plusieurs livres. On va parler notamment du livre sur le Congo, parce que ça touche justement à la protection de la biodiversité. Vous avez fait beaucoup d'autres livres, notamment... sur Martial Solal, qui est un très grand pianiste de jazz, que personnellement j'aime beaucoup et que je crois que beaucoup d'auditeurs connaissent. Mais vous avez aussi, je rappelle, vous dirigez, enfin vous occupez, vous gérez les terres de Natae en Bretagne. J'y suis allé. Je voudrais commencer très intéressant et exemplaire par rapport à dire, vous avez commencé quelque chose qui est déjà là, en tout cas qui se visite beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire, conserver ces espèces menacées ? Alors, conserver les espèces menacées, c'est vraiment devenir une sorte de sanctuaire. On a changé complètement le paradigme. Avant, on visitait des zoos avec des animaux dans des petites cages, etc. Tout ça, c'est évidemment à bannir. Aujourd'hui, on est plutôt dans un centre de protection, de préservation d'espèces en voie critique d'extinction. Et le rôle, évidemment, ultime des terres de Natae, que je ne dirige pas, hein, je suis partie prenante, mais c'est Sébastien Musset à qui je rends hommage pour son travail formidable depuis 3 ans. Le Feuzeau de Pont-Scorff est devenu donc les terres de Natae, et aujourd'hui, évidemment, en Bretagne, en Bretagne, à côté de Lorient, l'ambition ultime, c'est le Graal, c'est d'avoir un jour du réensauvagement à partir de centres de préservation comme les nôtres. Alors, on est aussi enclin à récupérer des animaux de cirque, des animaux de compagnie qui n'en sont pas, des animaux blessés. Enfin, il y a une notion de refuge qui est quand même aussi très importante. Ah oui, des animaux, aussi des animaux victimes. Enfin, ça peut être des animaux victimes ou des animaux, notamment aujourd'hui, le vrai sujet, les animaux de cirque. C'est important parce que c'est interdit aujourd'hui dans un cirque d'avoir des animaux. Donc, il faut bien trouver les bons capacitaires, les bons vétérinaires, les bonnes expertises. C'est terrifiant de voir des animaux, des tigres ou des lions dans des cages. On se rappelle, on les a tous vus, mais c'était quelque chose de terrible. Justement, on va prendre le temps de parler de tout cela. Mais Maud Lelièvre, en fait, pratiquement, vous dites, les gens quand même ont assez conscience de ça, mais c'est loin. Vous savez, on dit, oui, la biodiversité, ça se perd et tout ça. Mais il y a eu une formidable prise de conscience. Depuis 20 ans, 30 ans, il y a quand même des gens... Qui utilisent des moyens, enfin, c'est autre chose. Je vais parler des gens qui jettent des pots de peinture sur de la grande peinture. Je ne vais pas parler des gens qui bloquent les routes. Mais il y a eu une prise de conscience quand même, générale. Le Grenelle de l'environnement qui avait réuni toutes les parties prenantes, à la fois le monde de l'entreprise, les associations environnementales, l'État, les collectivités locales, a permis en fait de changer de paradigme, d'arrêter de faire des programmes, notamment pour les villes vertes, villes fleuries, avec des plantations d'arbres, de travailler en corridor, les uns sur la mobilité, les autres sur l'énergie. Donc aujourd'hui, on sait qu'il est nécessaire d'avoir de la nature en ville, par exemple, parce que c'est mieux pour le bien-être mental. On l'a vu pendant le Covid, c'est plus difficile. C'est mieux pour la respiration avec la pollution atmosphérique. C'est nécessaire pour garder et maintenir du vivant dans la ville. Et puis, c'est bien pour les habitants. Donc on a des programmes comme ça qui en 20 ans ont vraiment progressé. On a utilisé la nature pour lutter contre par exemple les inondations comme qui ont été connues récemment à Valence. Par contre, il y a encore des domaines où on détruit la biodiversité pour faire des grandes infrastructures, on utilise trop de pesticides dans l'agriculture. On a des compagnies aériennes, parfois françaises, qui importent à la hauteur de 1 tonne par semaine des animaux trafiqués qui arrivent en France, qui arrivent d'Afrique et qui arrivent en France dans des bagages parce qu'ils sont revendus ou consommés à l'état de viande de brousse. Donc on a cette prise de conscience, mais la nature a une valeur. Vous dites que par an 1
1 tonne par semaine, c'est-à-dire 50 tonnes par an. C'est des animaux qui arrivent à l'état de viande, ou bien encore vivant, parce qu'il est de bon ton, grâce à Internet, d'avoir des jolis scorpions ou des serpents dans ces aquariums. Trafic de drogue, trafic des humains, et puis trafic des animaux. Le trafic des animaux, alors évidemment l'ivoire, mais la viande de brousse et les animaux sauvages rapportent aujourd'hui plus que le trafic d'êtres humains. Et c'est pour des groupes terroristes une manne importante. C'est pour ça qu'il faut travailler avec les populations locales pour éviter qu'elles soient... Ça, on n'en parle pas beaucoup et c'est dommage. Et c'est bien. Qu'elles soient soumises à ces pressions. Vous faites bien d'en parler. On reprend juste après cette petite pause avec Michel Duplessis et Maud Lelièvre. Aujourd'hui, dans le face-à-face, André Berkoff et ses invités parlent de la biodiversité. Et si vous avez une question, une réaction, n'hésitez pas à appeler au 0826. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Maud Lelièvre, on parle justement de ce salon de la biodiversité et du gynécologique. Vous pouvez y aller si vous êtes ailleurs à Paris ou si vous visitez Paris, puisque le salon des maires et des collectivités est ouvert depuis aujourd'hui, 19, 20, 21 novembre. Mais dites-moi, est-ce qu'il ne s'agit pas un peu, là je provoque aussi un peu, mais pas tellement, que qui trop embrasse mal étreint? Je veux dire, quand vous parlez de végétaliser les villes, c'est vrai, mais en même temps, je pense à tous ces agriculteurs, et vous savez en ce moment ce qui se passe. Ceux qui vivent, et ils sont nombreux, à 800 € par mois, ceux qui se suicident tous les 2 jours, et ce n'est pas une figure de style. Est-ce que la priorité, au lieu de végétaliser les villes et de s'occuper peut-être un peu plus du désencombrement, ce que vous faites aussi bien sûr, mais est-ce qu'il ne s'agirait pas de retrouver aussi la nature telle qu'elle est, de protéger les gens qui protègent la nature par les haies et compagnie? C'est-à-dire, est-ce que souvent on a l'impression que cette biodiversité, je ne parle pas spécifiquement de vous, c'est-à-dire que, si vous voulez, on a l'impression, en tant qu'on regarde le paysage, que voilà, nous on fait des efforts formidables pour le CO2, le carbone et compagnie, mais la Russie, la Chine et l'Inde, c'est 65% de l'émission de carbone. Et vous savez très bien, le carbone, il ne connaît pas les frontières, hein, le CO2, il passe, le gaz à effet de serre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de priorité à avoir et à reprendre par rapport à ce qui se passe? Je peux avoir votre avis. Vous savez, moi je suis fille et petite fille d'agriculteurs du Maine-et-Loire. Donc j'ai vu mon grand-père planter des haies, des arbres fruitiers, les déplanter parce qu'il y avait des subventions européennes, devoir s'adapter sans arrêt à de nouvelles réglementations. Je pense qu'il faut faire confiance à nos agriculteurs et les aider dans la transition, parce qu'on ne peut pas vouloir une société qui mange des produits bourrés de pesticides qui vont demain donner des cancers à des enfants, jouer sur la neurologie. Donc il faut aider les agriculteurs, leur aider à retrouver leur métier, les soutenir pour leur donner des bonnes conditions d'exercice. Plus personne n'a envie de travailler 80 heures par semaine, ne pas avoir un seul jour de congé, même le jour de Noël. C'est le cas aujourd'hui. Et le sujet, c'est qu'il ne faut pas laisser l'Europe décider de tout en matière d'agriculture. Il faut avoir une autre vision et de l'alimentation et de l'accompagnement. Moi, je crois beaucoup au travail entre les territoires, les collectivités locales et les agriculteurs. On a par exemple dans des villes des cantines, des maisons de retraite qui sont nourries par des ceintures vertes, c'est-à-dire des agriculteurs qui travaillent main dans la main avec les collectivités locales, qui les payent au vrai coût de production et pas à des bas coûts. Et il faut arrêter de tirer sans arrêt les prix vers le bas, parce que de toute façon, ça joue sur la santé, ça joue sur la biodiversité et l'environnement de façon générale, et puis ça joue sur l'humain. Si on n'a plus d'agriculteurs demain, on va dépendre de pays étrangers pour nous alimenter. C'est déjà le cas. Et puis le sujet opposé ville à campagne, moi je pense qu'on a des sujets communs. Aujourd'hui, on a des villes trop denses. D'ailleurs, les gens sont partis. C'est ces générations de gens qui ont dû rejoindre les villes parce qu'il n'y avait pas de travail. Ils vivent dans des villes trop denses qui demain vont être des villes surchauffées. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet canicule. Aujourd'hui, le sujet, c'est pas de savoir combien va coûter l'immobilier, c'est de savoir si les villes vont être encore habitables quand il fera 50 degrés à Paris. Est-ce que les gens pourront vivre dans des 20 mètres carrés? Il va faire 50 degrés à Paris? Il va faire 50 degrés à Paris parce que de toute façon, vous l'avez souligné, mais en fait, les pays, pas la France, les autres pays continuent à émettre, la température continue à se réchauffer. Quand il fera très chaud dans des villes avec des gens qui vivront dans trop petits, les villes seront inhabitables. Donc une des solutions, c'est de croire à la nature en ville et c'est de croire à la nature à la campagne.
Alors on va voir, et c'est l'histoire du réchauffement climatique, il y a beaucoup de choses à dire, effectivement, c'est très très discuté, mais c'est bien de poser le problème, effectivement, et on va en parler par rapport à la biodiversité. Michel Duplessis, vous avez publié là très récemment un livre très beau, en images, etc., sur le Congo Brazzaville, enfin la République du Congo, et je voudrais savoir, vous y allez très très souvent, et puis vous n'êtes pas allé que là, vous avez parcouru l'Afrique. Qu'est-ce que se fait là-bas à propos, ce qui se fait par rapport à la biodiversité? Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience? Alors, il y a une prise de conscience, parce que déjà, il y a un président de la République qui est sensible à ces sujets, le président Sassou Nguesso, qui a une vraie sensibilité à l'afforestation. Donc, il a initié une journée de la plantation de l'arbre depuis 1984 ou 86, donc c'est pas d'aujourd'hui qu'il est sensible. Et pourquoi un beau livre sur le Congo? Parce que, c'est un pays magnifique, c'est un pays magique et à la fois mystérieux. Et c'est un peu ce type de pays qu'on pourrait mettre en exergue aujourd'hui, au moment des discussions à Bakou, au moment de la COP29, où on se parle, des discussions nord-sud, africains, pays occidentaux, parce que pour mémoire, la pollution atmosphérique, c'est plus de 90% l'hémisphère nord et moins de 10% les pays d'hémisphère sud. Donc, ce pays cristallise bien. L'Inde et la Chine font partie de l'hémisphère sud. Nord. Oui, nord. Ah, d'accord. Vous ne mettez pas les... Non, mais c'est l'hémisphère nord. D'accord. Je veux bien. Cher André. Correction géographique admise. Donc, non, ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'on fait d'un pays de 5 millions d'âmes, de 350 000 km², avec une biodiversité assez analogue à celle du Costa Rica, avec 8 à 10% de la biodiversité mondiale? C'est un vrai sujet, puisque le pays n'est pas une vaste plaine. Ça abrite quand même la deuxième plus grande forêt du monde après l'Amazonie, la forêt du bassin du Congo. Il faut savoir que les forêts abritent 65-70% des mammifères, et qu'en supprimant les forêts à hauteur de 4, 5, 6 millions d'hectares par an en fonction des années, vous limitez l'habitat naturel, comme c'était évoqué tout à l'heure. Donc ce pays-là, aujourd'hui, a besoin forcément de subventions. C'est tous les enjeux des pays africains, c'est de pouvoir, suite à la COP de Paris, d'avoir des subsides, d'avoir des financements pour à la fois quitter progressivement les énergies fossiles dont ils dépendent et avoir un financement pour préserver leurs forêts, leurs tourbières et leur biodiversité. Ouais. Donc, enfin, il y a un certain nombre de pays d'Afrique qui ont, par justement l'exploitation de leur énergie souterraine, vous savez, beaucoup d'argent. Je veux dire, j'espère qu'ils utilisent une partie de leur argent à développer cette biodiversité. On peut l'espérer. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'imagine. Alors, vous imaginez, et vous avez raison, justement, on va parler de ça. Alors, biodiversité, juste une question, Michel Duplessis. Est-ce qu'on a... des chiffres sur, parce qu'on parle beaucoup de ce qui s'est passé en Amazonie, ce qui se passe en Amazonie aujourd'hui, malheureusement une destruction terrible. Est-ce qu'il y a vraiment, vous citiez 1 million d'espèces, est-ce qu'il y a vraiment, on voit au fil des années, une extinction, je dirais, de certaines faune et flore? Alors, tout dépend des pays, mais d'une manière générale, c'est un peu comme le temps d'aujourd'hui, les chiffres sont assez maussades, sont assez anxiogènes. On a perdu 70% de la biodiversité sur les 60-70 dernières années. 70%? Ah oui, carrément. Carrément. Et si vous étiez au One Forest Summit de Libreville ou au sommet des 3 bassins forestiers à Brazzaville en octobre l'année dernière, on sait qu'aujourd'hui, la déforestation, c'est vraiment central dans la disparition de la biodiversité. 90% de cette déforestation est liée à l'alimentation humaine, à la manière de se nourrir. Ça, c'est aussi très important. Parce qu'on focalise beaucoup sur le carbone, etc. La manière dont les humains se nourrissent est extrêmement clé. Quand vous êtes ému de voir les forêts amazoniennes brûler devant votre côte de bœuf, c'est que vous n'avez pas complètement compris la manière dont sont nourris les animaux aujourd'hui. Donc il ne faut plus manger de la côte de bœuf. Alors il faut en manger de la très bonne et très peu.
D'accord. Parce que la surconsommation d'animaux, c'est 90% de la déforestation sur les 5 dernières années. Alors ça ne plaît pas beaucoup, mais aujourd'hui, dans le monde, on tue 215 millions de poulets par jour. Ce sont des chiffres astronomiques. Et la plupart de ces animaux ont besoin de compléments alimentaires, notamment pour les pays d'Occident et d'Amérique du Nord. Et cette viande, ces animaux que nous mangeons, est nourrie avec de la farine de tourteau de soja, qui est plantée malheureusement au détriment de la forêt amazonienne. Ouais, c'est les Donc du contradictions, peu, cher André, mais du bon. Contradiction du capitalisme mondial. Hein. On peut le dire, ça, quand même. En France, on a doublé quasiment notre consommation de viande depuis 1970 et aucune raison. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Maud Lelièvre ? Je partage le constat. Hein. Surpêche, surchasse et contrebande d'animaux font partie de pressions importantes sur la biodiversité. Et je vous rejoins, en fait, on n'a pas encore réussi à faire passer dans l'opinion publique le lien entre son mode de déplacement, son mode de consommation, le t-shirt que un ado va acheter à pas cher sur un site internet et le lien avec les populations locales. Parce qu'il y a la destruction de la biodiversité, mais il y a aussi toute la destruction des écosystèmes sociaux, des villageois. Nous, ce qu'on constate avec l'UICN, on intervient dans beaucoup de pays d'Afrique, directement à la source pour accompagner les populations locales, c'est que quand une grande majorité de l'industrie déforeste pour faire des plantations, pour faire des crédits carbone, ou parce qu'elle va importer de façon massive du riz pour nourrir sa population, dans le même temps, la population, elle s'en va, elle migre, elle va faire des favelas et des bidonvilles autour des grandes capitales africaines. Et on a les mêmes phénomènes en Amérique du Sud. Donc ce qui est essentiel, c'est de se dire que si on veut que les gens aussi puissent continuer à vivre sur leur territoire, c'est qu'il faut accompagner, avoir des programmes locaux et prendre conscience qu'il y a forcément un lien entre cette destruction, notre consommation à nous qui est beaucoup trop élevée, et puis la vie des gens dans le futur et dans les prochaines années. Et le taux d'extinction effectivement dramatique. Mais justement, vous parlez de ça. Donc en fait, tous les deux, ce que vous dites, je dirais en in petto, c'est que c'est politique tout ça. Je veux dire, c'est des choix politiques par rapport à tel ou tel choix sur l'extinction, sur l'alimentation, etc. C'est politique, au sens large du terme. Je ne dis pas au sens droite-gauche du terme. Hein. Et économique surtout. Enfin, on est dans. Pour reprendre un exemple concret, nous on travaille au Sénégal. Au sud de la Gambie, vous avez des populations qui vivent dans des zones où pour cultiver du coton pas cher et très blanc, on met beaucoup de pesticides. Ce coton va être exporté, va être filé, va faire des t-shirts au Bangladesh et va revenir à 1,50 € sur des sites chinois ou sur des grandes majors de la distribution. C'est l'acte premier pour la population, c'est l'acte de consommation. Et puis pour les États, c'est de faire des négociations qui ressemblent à quelque chose. Moi, il y a une chose dont je voudrais parler qui m'a beaucoup choquée, c'est la façon dont s'est terminée la COP16, qui était la COP biodiversité en Colombie. C'est la première fois que c'est arrivé, mais une partie des gens qui n'étaient pas d'accord sur le texte final sont partis, comme dans une assemblée générale d'étudiants, et ils ont fait tomber le quorum, parce que pour qu'une assemblée puisse délibérer, il faut un nombre suffisant de pays. Et au lieu d'essayer de trouver des accords, ça arrive tout le temps, donc c'est compliqué de mettre en place sur les accords, ils sont partis de la salle et la COP s'est arrêtée sans qu'il y ait de texte final. Et en fait, ça c'est très révélateur de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une individualisation des États repliés sur leur population, sur leur nationalisme, sur l'idée de préserver à tout prix leur économie nationale, sans voir cette interconnexion. On ne peut pas vouloir des grands accords et sortir de la salle. Oui, mais vous posez la contradiction, hélas, qui est fondamentale. D'ailleurs, je voudrais avoir aussi l'opinion de Michel Duplessis, parce que effectivement, on a entendu, d'ailleurs, et moi j'avais interrogé des responsables indiens et chinois et autres qui vous disent: attendez, vous êtes bien gentils, vous les Occidentaux, vous avez vos frigos, votre truc, vous avez atteint votre niveau de consommation, et nous on n'est pas là, et vous voulez que vous nous dites CO2 et compagnie. Je veux dire, je dis pas qu'ils ont raison ou pas, mais vous entendez beaucoup ça, et ceux qui sont partis, malheureusement, il y a de ça. Est-ce que ce n'est pas vraiment l'un des problèmes fondamentaux? C'est-à-dire qu'ils disent: attendez, vous êtes bien gentils, vous, les bons Occidentaux, les Français, les Anglais, les Américains, et nous, on n'en est pas à ce stade. Donc, vous voulez que nous franchissions un pas, que vous fassions les sacrifices de consommation que vous ne faites pas. Alors, dans les pays du Sud, malheureusement, souvent, il n'y a pas un grand choix. Les sacrifices sont faits de fait, puisqu'il y a un niveau de vie
Il y a plus d'1 milliard de gens qui vivent avec $1 par jour. 80% des êtres humains n'ont jamais pris l'avion. Donc, il faut le rappeler. Il faut le rappeler. C'est dans l'hémisphère sud, il y a évidemment certains problèmes dont nous débattons chez nous. Ils aimeraient avoir ce type de problème également. Ils n'en sont pas encore arrivés à ce qu'on peut, nous, avoir comme souci. Mais pour en revenir à la biodiversité, la manière de s'alimenter sera clé. Et aujourd'hui, ce n'est pas dans le débat public. Consommer une tomate au mois de décembre, c'est une ineptie. Qu'elle pousse sous serre à côté de Nantes ou qu'elle vienne par avion du fin fond d'Amérique du Sud, ça reste une ineptie. Une ineptie économique, écologique, et une ineptie parce que votre corps n'en a pas besoin au mois de décembre. C'est pour s'hydrater. Oui. Et c'est de juin. Une espèce de luxe. En fait, la nature, quel que ouais. soit l'endroit où vous vivez sur Terre, vous approvisionne en produits dont vous avez besoin pour votre alimentation. Donc vous dire, la nature vous permet de vivre où que ce soit, n'importe quelle latitude. L'hiver, vous faites des soupes, ça tombe bien, les plantes, les légumes, les plantes racinaires poussent, et on n'écoute plus assez la nature. On veut se nourrir de manière homogène toute l'année, et ça, c'est une catastrophe. Je pense que c'est peut-être étatique, ce sera demain peut-être coercitif, il y aura peut-être des textes de loi qui légiféreront, mais le premier bulletin de vote en ce qui concerne la préservation, c'est la carte bleue. La manière dont vous consommez, vous avez directement un impact. Oui, en fait, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Mais c'est totalement vrai. C'est ça. On va se retrouver juste après cette petite pause et on continue, et c'est passionnant sur cette biodiversité qui doit être une dimension de notre prise de conscience. Et pour toute réaction ou pour une question, n'hésitez pas à appeler au 0826 300 300. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Biodiversité que le salon commet en ton nom, mais c'est pour la bonne cause. Donc, avec Maud Lelièvre, président de l'Union internationale pour la conservation de la nature, et combien elle a besoin d'être conservée, et délégué général des Écomères, MAIRES bien sûr, et Michel Duplessis, directeur des éditions Marque-Page. Ce livre aussi que vous venez de sortir sur la biodiversité du Congo, à la découverte de la République du Congo au fil de l'eau, et puis les terres de Nataï. Juste un mot, Maud Lelièvre, l'éducation, est-ce qu'elle est, à votre avis, au niveau de ce qu'elle devrait être, au niveau de nos écoles, au niveau de nos maternelles, de lycées, de collèges, ou pas? Pas suffisamment. Je pense qu'il faut vraiment faut pas faire trop de choses théoriques, il faut recréer ce lien avec la nature. On a parlé tout à l'heure de l'alimentation. Moi, je serais assez favorable à ce qu'on ait des cours de cuisine aujourd'hui dans les écoles qui permettraient de travailler avec les produits de saison. Il faut que les enfants soient impliqués sur le travail de proximité, ce qu'ils peuvent faire à proximité. On a des exemples, par exemple un exemple très réussi à Saumur où c'est les étudiants qui ont replanté une forêt avec l'association Jane Goodall et qui s'occupent d'entretenir de la forêt depuis 2 ans. Concrètement, ils voient qu'il faut arroser les arbres sinon ils meurent. Il faut désherber de temps en temps, etc. Donc il faut créer un lien, mais un lien qui soit pas que théorique. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on met tout et n'importe quoi dans les programmes. On fait trop de choses, les enseignants n'ont pas forcément le temps. Et la nature, ça doit pas être juste un item à cocher sur une case, sur une liste. Mais en fait, il faut vraiment remettre ça au cœur des programmes et du lien éducatif, parce que la nature, on en a partout. On en a dans ses projets de vie, on en a dans son alimentation et dans la façon dont on va élever ses enfants plus tard. Tout à fait. Et je vais vous dire aussi, je dirais autocritique au niveau des médias. Vraiment, on devrait beaucoup plus parler. Vous avez parlé de l'exemple de Saumur. On devrait beaucoup plus parler des choses qui se font. On a l'habitude, on bavasse pendant des heures sur tel ou tel homme politique ou autre, et ces éléments de langage, au lieu de parler des réalisations. Et je crois que sans faire, c'est pas les good news simplement, c'est qu'il y a des gens qui créent, qui font, et que c'est très important d'accompagner, de faire savoir. Savoir faire, oui, mais faire savoir, c'est quand même pas mal. Michel Duplessis, par rapport à la nature, vous parliez hors antenne, vous disiez justement que cette déforestation, le drame mondial, la déforestation. Et est-ce que quand même aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, 30 ans, je me rappelle ce film, vous avez tous vu Soleil Vert extraordinaire qui montre ce qui peut se passer. Est-ce qu'il y a quand même une prise de conscience? Est-ce qu'on a même pu, que ce soit en Amazonie ou en Afrique ou ailleurs, on a pu stopper la dégradation ou pas, pour le moment?
Alors on la stoppe absolument pas. On la dégrade moins vite. C'est là où c'est subtil. Parce qu'avant le Bolsonaro, c'était déjà très dégradé. On lui incombe aujourd'hui la destruction complète d'une partie de l'Amazonie. Mais en réalité, c'était plus important même avant son arrivée. Et ça reste avec Lula, il y a une vraie prise de conscience de nouveau. Mais là, on continue de détruire les forêts dans le monde. Et une forêt qui s'assèche, c'est une forêt. La forêt est très intelligente. Les arbres s'auto-humidifient. Par exemple, en Amazonie, vous avez plus d'humidité dans la canopée que même dans le fleuve intrinsèquement. Et quand vous coupez des arbres, les forêts s'assèchent. Si elles s'assèchent, elles brûlent. Et c'est aussi pour ça qu'on constate qu'il y a un nombre de feux de forêt en augmentation dans le monde. Ne touchons pas la nature. Ouais, c'est-à-dire protégeons-la et... Protégeons-la pour nous protéger nous. Ouais, c'est ça. Il y a une espèce de lien consubstantiel entre l'humain et la nature, mais pas le faire, je dirais, de façon religieuse, de faire de façon pragmatique et pratique, quoi. C'est tout le problème. Absolument. Maud Lelièvre, sur des villes, vous êtes conseillère de Paris, et en France en général... Est-ce qu'il n'y a pas eu justement, je vous demandais, ce chapitre de la biodiversité, parce que c'est vrai que les problèmes que vous posez sont extrêmement importants et réels, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté, je ne sais pas ce que vous pensez, de ces manifestations, où on a vu des manifestations un peu spectacle, un peu intempestives, est-ce qu'elles ne détournent pas l'attention des vrais problèmes? Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Les jeunes qui manifestent souvent, c'est leur façon d'expression en se disant il y a quand même une urgence qui est peut-être pas partagée. Alors après, on peut avoir un point de vue divers et varié, mais en tout cas, ce qu'on constate côté des villes, c'est que les citoyens sont quand même impliqués, jeunes et moins jeunes, justement, et revendiquent le fait de pouvoir participer aux affaires publiques. Un exemple, c'est pouvoir avoir des jardins partagés à côté de chez soi, ou entretenir des friches, ou travailler, animer des ateliers, faire des ateliers d'éducation à l'environnement, construire. Il y a un programme que j'aime beaucoup, c'est celui de la LPO, de la Ligue de protection des oiseaux, qui dit en gros, faites un refuge, même si vous avez juste un petit balcon, évidemment si vous avez un jardin, mais faites un refuge, un lieu accueillant, et puis nourrissez les animaux l'hiver, protégez-les. On voit qu'il y a des milliers de citoyens qui s'engagent. Donc il y a plein de formes d'engagement, et je crois que avec ce soutien citoyen, avec aussi la prise de conscience, on a des maires qui essaient d'imaginer des solutions pour demain, de trouver des solutions assez innovantes. C'est ce qu'on met en exergue à travers le Salon de biodiversité. C'est qu'il y a 20 ans, on n'avait pas tous les outils techniques, on ne savait pas forcément, on n'avait pas forcément les outils et les indicateurs qui permettent d'évaluer, parce que la biodiversité, comme le reste, ça s'évalue. Aujourd'hui, on a des atlas de la biodiversité dans les communes qui sont une méthodologie qui permettent de préserver l'environnement. On a des solutions alternatives pour faire les pavés plutôt que de faire uniquement du revêtement goudron. On a des possibilités d'aménagement des façades. Donc tout ça, c'est un projet commun. Parfois, il faut plus que l'échelle d'un mandat pour le mettre en œuvre. Mais l'exemple de la manifestation de Porte de Versailles, c'est qu'il y a plein de solutions. Il faut mieux les faire connaître et parler des choses positives. Parler des exemples réussis, montrer que c'est pas que du gadget ou des plaidoyers, et qu'il faut pouvoir associer sa population locale pour que ce soit efficace dans le temps. Alors justement, avec les terres de Natae et Michel Duplessis, je voudrais savoir, vous dites que vous avez reçu 200 000 personnes, en gros, jusqu'ici. Cette année, oui. Cette année. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Je veux dire, qu'est-ce que vous savez, quand ils viennent là, ils regardent, etc., quelles sont leurs réactions? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que ceux qui manquent, ceux qui n'ont pas, qu'est-ce qu'ils vous disent? Déjà, il y a la magie du lieu et le fait de voir des animaux, hein, ça c'est fondamental. Notamment pour les plus jeunes, la magie opère. Et ce qu'ils disent en sortant du parc, souvent, c'est on a pris conscience de la fragilité de la nature, des espèces qu'on n'imaginait pas menacées. C'est ça, sans que ça soit un discours qui soit pénalisant. Non, je comprends. On souhaite juste faire passer des messages sur le rôle de chaque espèce, chaque animal. C'est un grand orchestre, la planète, et chaque animal joue sa partition.
Et quand on a une intervention de l'homme, souvent, ça se termine de manière désastreuse. Et parfois indirectement, sans grande prise de conscience. Vous avez par exemple aux États-Unis plusieurs millions, les gens ont beaucoup de chats, les Américains ont beaucoup de chats. Il faut savoir que c'est plusieurs milliards d'oiseaux qui sont tués grâce aux chats domestiques ou à cause des chats domestiques aux États-Unis. Il faut qu'on soit moins interventionniste. On fait partie de la nature ne nous appartient pas. Je pense qu'on aura franchi un grand pas quand on aura pris vraiment conscience de ça. En même temps, il faut dire, je crois qu'il ne faut pas aussi tout mettre sur l'homme. Je pense que l'homme a pu, enfin à certaines reprises, protéger la nature. Il y a eu quand même des actions extrêmement bénéfiques. Bien sûr. On le voit par exemple en République du Congo, il y a 4 parcs qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le dernier en septembre dernier, à Odzala, par exemple, qui est une très grande réserve de gorilles, sans doute autour de 100 000 gorilles encore dans cette réserve. Le fait d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est une récompense pour évidemment le président, le gouvernement. Mais c'est aussi une récompense. C'est protégé, bien sûr. Attention, on ne fait pas n'importe quoi. Mais c'est une récompense pour les habitants, pour tous ceux qui œuvrent au quotidien. Donc oui, il y a beaucoup de très belles actions, micro-actions, qui sont faites de par le monde, bien évidemment. Et c'est ça le plus important peut-être, Maud Lelièvre, c'est ces micro-actions. Je veux dire, c'est ce que font les gens, on voit très 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 bien. Moi j'étais, je vous dis ça, j'étais à Washington pendant une semaine et je suis allé à Shenandoah et en Virginie et j'ai rencontré des éleveurs. C'était passionnant de voir la manière dont ils parlaient des circuits courts, de comment effectivement nourrir les gens déjà autour, et que ils avaient d'ailleurs, ils disaient, vous savez, tout ce que j'aimerais faire est illégal. Je suis un grand légaliste, mais tout ce qu'il faudrait faire, c'est illégal. C'est-à-dire, ils parlaient des normes. Vous savez, il faut en parler aussi, de la surabondance des normes. Quelquefois, c'est bien. Alors, oui, pour les pesticides, tout ça, quelquefois, ça ne sert à rien. Et il expliquait très bien, c'est quelqu'un qui a une grande ferme et qui vend, alors il a des cochons, il a des vaches, il a des poules, et puis il vend ça un peu autour dans la région. Et ça permet d'un côté de casser les prix et d'un côté de nourrir. On aimerait retrouver ces espèces de circuits courts. Et la personne que j'ai rencontrée, j'ai passé une journée avec lui. C'était absolument passionnant. Par exemple, un truc, moi je suis un novice total, un ignorant total. Alors lui, il a des vaches et tous les jours, il les change de près. Il dit, mais comment il dit, mais oui, parce que l'herbe devient sèche, donc changement des vaches réjouit les veaux, comme dit le proverbe. Eh bien, tous les jours, et ces poules aussi, il les fait circuler. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose, je ne sais pas si en France tout le monde fait ça, mais ce qui est passionnant, c'est de voir à quel point, quelquefois, la France, pays agricole, vous le savez, il y a 50 ans encore, on était à quelques millions, aujourd'hui on sait à combien on est, et vous êtes petite fille et fille d'agriculteurs, eh bien, enfin, c'est eux qui devraient nous nourrir. On devrait être nourri par eux, pas par les poulets ukrainiens et par autres. J'ai rien contre les poulets ukrainiens. Mais enfin, il y a un problème quand même. Comment on n'arrive plus en France à se nourrir alors que on a tout pour ça? Je sais pas, j'aimerais avoir votre point de vue. Il faut retrouver les circuits courts et il faut justement les soutenir avec les villes, les collectivités locales pour permettre aux agriculteurs de bien vivre sur leur territoire. C'est peut-être, au lieu de vouloir se tourner vers les majors de l'alimentation, se tourner vers son agriculteur pour approvisionner ses cantines, comme c'était fait avant, comme c'était fait il y a 20 ans, pour approvisionner ses maisons de retraite. D'autant plus que c'est souvent plus meilleur sur le plan gustatif. Si on veut que les gens s'intéressent à la nourriture, c'est pas avec des produits lyophilisés ou surchauffés qui ont été produits il y a une semaine que ça leur donnera envie. L'alimentation, c'est au cœur quand même de notre tradition et c'est au cœur de nos territoires. Moi je connais beaucoup de collectivités, de maires qui se battent. Un exemple, Montsartou, qui est dans le sud de la France, qui a fait une cantine depuis une vingtaine d'années, où les enfants vont voir les légumes, vont les récolter, participer à la production de soupe. Et puis on a ce lien de proximité. Donc alimentation locale, pas forcément bio, mais en tout cas locale, de proximité, de saison. On va se retrouver juste après cette petite pause avant de conclure. Mais en tout cas, vous me donnez vraiment l'idée, tous les deux, il faut qu'on fasse une émission spécialisée sur ce qui se fait. Parce que, vous savez, on a tendance, et c'est pas, on dit oui, mais on parle pas des trains qui arrivent à l'heure. C'est pas du tout les trains qui arrivent à l'heure, c'est la création de trains qui arrivent à l'heure. C'est tout à fait différent.
On va y penser. Grâce à lait sucré. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et juste pour terminer cette émission, mais il y en aura d'autres effectivement sur la biodiversité, Maud Lelièvre, en un mot, si vous aviez un conseil, si vous avez une même recommandation à donner pour aller plus loin dans la prise de conscience de la biodiversité, on fait quoi? On commence par quoi, juste? S'engager individuellement sur une action en faveur de quelque chose, parce à que tous les niveaux, au niveau du quartier, au niveau de la rue, au niveau du quartier, parce qu'on s'intéresse aux oiseaux, à la LPO, on aime les baleines, on va voir Sea Shepherd, enfin je sais pas. Mais en tout cas, s'engager sur une action, parce que c'est pas forcément pour l'action cumulée, c'est parce que les qualités humaines qu'on va développer à travers cette protection sont celles dont on aura besoin demain, collectivement, pour sauver la planète. Michel Duplessis. Eh bien, moi, comme tout a été dit, enfin, en ce qui concerne cette émission, moi, je citerai Saint-Exupéry qui disait « On n'hérite pas de la terre de nos parents, on emprunte celle de nos enfants ». C'est bien le sujet d'aujourd'hui et des années à venir. Tout à fait. Et j'ajouterai simplement, n'oubliez jamais, on dit quelle terre laissera-t-on à nos enfants et quels enfants laissera-t-on à notre terre. C'est aussi important. Merci à vous, merci à vous deux. Avec Terre de France.